Sujet médical, scientifique, je dirais. On va parler de la possibilité de reconnaître, de la reconnaissance de personnes qui sont voilà, disparues. Alors, si on se branche avec l'actualité du 7 octobre, malheureusement, une partie de nos concitoyens ont été brûlés. On n'a retrouvé que des cendres. Il a fallu des mois parfois pour savoir s'ils étaient, est-ce qu'ils ont été kidnappés ou est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'on, ça, Alison, ça, oui, ça enregistre, c'est bon, c'est bon. Donc, est-ce qu'ils ont été kidnappés ou est-ce ils sont morts, ils ont été tués, etc. Ça a mis des mois pour certains. On a retrouvé après des cendres ou des morceaux d'ossements, etc. Est-ce que selon la halakha, on peut utiliser les systèmes qui sont les systèmes modernes d'analyse de l'ADN pour reconnaître qu'une personne est décédée, avec toutes les implications qu'il y a là-dessus? Parce que, bien sûr, si une personne est décédée, qu'elle était mariée, ben, sa femme peut se remarier. Si Chazve Khalila, il était encore vivant et qu'elle se remarie et qu'elle a des enfants, ben, ils auront un statut de mamzer, donc c'est quelque chose de très grave. Donc il y a des enjeux qui sont énormes là-dessus. C'est ça l'enjeu, le principal. Parce que le reste, c'est pas tellement bon. Est-ce qu'on fait Shiva? Est-ce qu'on fait pas Shiva? Bon, ça je dirais que c'est important aussi, mais l'important, l'enjeu principal, c'est justement cette histoire de ce qu'on appelle agunot. Le fait qu'il y a des femmes dont les maris sont disparus et qu'elles peuvent pas se remarier parce que euh, on ne sait pas ce qu'il est devenu de son mari et est-ce elle est encore considérée comme mariée ou non. C'est un problème qui existe depuis la nuit des temps. Ça fait partie des Gemarot, dans Masechet Yevamot, dans d'autres Gemarot, dans d'autres traités du Talmud où on parle d'hommes qui ont disparu. À l'époque, ça existait encore peut-être plus qu'aujourd'hui, puisque les gens ils partaient dans des expéditions pour chercher, pour faire du commerce. Ils prenaient ils allaient avec des caravanes au milieu du désert, et traverser le désert pour arriver dans des pays pour acheter des encens, etc. Je sais pas, d'Israël vers les pays, vers l'Inde, etc. Donc il y avait des gens qui disparaissaient. Et donc le, le, le Talmud en parle, le Shulchan Aruch en parle. Et il y a des critères qui ont été fixés. Comment est-ce qu'on peut décider qu'une personne est décédée, oui ou non? Aujourd'hui, il y a une histoire en Israël, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un qui s'est fait dévorer par un requin, quoi. On ne sait pas, mais on pense qu'il s'est fait dévorer par un requin en Israël, à côté de Hedera. Et donc, ils ont retrouvé des... Ça fait 2 jours qu'ils recherchent, ils ont trouvé des morceaux de chair, etc. Donc, ça va être analysé. Est-ce que avec ça, on va pouvoir déclarer cette personne, elle est effectivement décédée? Est-ce que avec ça, on va pouvoir déclarer que sa femme pourra se remarier? Donc, vous comprenez la- l'enjeu qu'il y a à ces questions-là. Il y a un deuxième enjeu qui n'est pas sur je dirais sur l'identification de la personne, mais sur la paternité de la personne, la filiation. Est-ce que, avec des tests ADN, on peut, donc encore une fois, on va tout d'un coup va être dévoilé le fait que le fils, c'est pas le fils de son papa. Est-ce que on va pouvoir, ça va avoir des implications? D'abord, première implication sur si ce papa, il est marié et que donc son fils, il s'avère que c'est pas son fils. Est-ce que on considère que cet enfant, il est mamzer? Donc on revient toujours à la fin au même point. Est-ce que cet enfant, il est mamzer? Et puis après, si c'est le fils de Bill Gates et puis qu'il s'avère qu'il n'est pas le fils de Bill Gates, est-ce qu'il n'aura pas le droit à l'héritage de milliards de dollars qu'il aurait voulu avoir? Ça, c'est une bonne question. Donc il y a des implications ilkhatiques qui sont là-dessus. Et malheureusement, depuis le 7 octobre en Israël, c'est une grande discussion dans le monde rabbinique. Il y a eu, il y a peu de temps, plusieurs congrès là-dessus et de plusieurs des discussions rabbiniques sur ces sujets-là. Et donc, je voulais partager avec vous, bien que c'est pas, en vous, en tant que médecin, je ne sais pas si ça fait partie de
votre type au point de vue médical, de votre travail médical, mais c'est bien sûr quelque chose de très intéressant. Et puis, ça nous montre aussi, encore une fois, comme j'essaie chaque fois de montrer dans nos cours, comment est-ce que les chachamim, comment est-ce que les rabbins, ils utilisent, ils analysent des nouvelles technologies ou des nouvelles notions, et ils peuvent trouver des solutions ilchatiques alors que c'est des notions qui n'existaient pas ni à l'époque du Talmud, ni à l'époque du Shulchan Aruch, ni on est dans des nouvelles notions. Ok, après toute cette introduction, on va commencer à étudier ensemble. Alors, j'avoue que pas tout est traduit en français, ou je vais le dire le contraire, j'avoue que pratiquement rien n'est traduit en français, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous traduire. Ça, c'est traduit en français puisque c'est Madame Luzon qui nous a fait ce beau dessin avec ChatGPT. OK. Sur la filiation, hein, quand l'ADN parle, c'est aussi le ChatGPT qui nous a donné le titre de cette conférence. Vous voyez, on a pris, va falloir qu'on lui paye de l'argent bientôt à ce ChatGPT. OK. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer que on est tous issus d'une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule et qu'il y a à l'intérieur des chromosomes et que donc on a tous une empreinte génétique ou un potentiel génétique qui est tout à fait différent puisque on a reçu une partie de nos chromosomes de notre papa, une partie de chromosomes de notre maman. On a reçu simplement 50% du chromosome de notre maman, le 50% du chromosome de notre papa, et que donc chaque enfant est un enfant différent au point de vue de la génétique, puisqu'on n'a pas reçu tous les mêmes, à moins qu'on soit des frères jumeaux, on n'a pas reçu tous le même allèle. Donc il y a deux allèles, ok, les chromosomes ils viennent. Excusez-moi, je vous donne on va faire de la génétique de base pour que les choses soient claires. Ok, après, je sais que vous connaissez tout, mais bon, que les choses soient claires. Donc, on a 23 paires de chromosomes, on a deux allèles, deux côtés du chromosome, un qui vient du père et un qui vient de la mère. Et que donc, en faisant ces analyses, on va pouvoir vérifier euh, la personne. Quand on prend le chromosome et qu'on le dépiote, qu'on le défile, on se retrouve devant une échelle, devant une ellipse qui est faite avec où il y a dessus des composants chimiques, ce qu'on appelle les nucléotides, et on leur a donné des noms A, C, D, G et T, ok? Et cette chaîne de nucléotides, c'est la chaîne de l'ADN qui va après pouvoir euh, donner un mode de fonctionnement à notre organisme, un mode de développement, un mode de réaction par rapport à ce qui se passe dans notre alentour, etc., etc. Alors bien sûr, on a tous le même ADN, plus ou moins, puisqu'on a tous le même nez, on a tous des oreilles, on a tous un cœur, on a tous un foie, une rate, etc., etc. Donc, tous nos organes, ils sont faits à la base du même ADN qui donne les mêmes fonctions, etc., moins qu'on ait une maladie génétique. Mais dans certains endroits qu'on appelle le polymorphisme, on a certains endroits qui ont une différence entre une personne et une autre. Alors, ce polymorphisme, vous voyez, vous avez ici toute une ligne de nucléotides, comme on dit en français. Et là, on peut avoir une différence entre C et T. Ça peut être des fois une mutation génétique qui va faire qu'on va être avec une certaine maladie. Mais ça peut être aussi simplement un variant et qui fait qu'on n'a pas de différence au point de vue du fonctionnement de notre organisme, surtout si ce polymorphisme, ils sont entre deux gènes, puisque les gènes, c'est eux qui donnent les ordres à l'organisme de donner le fonctionnement. Entre les gènes, il y a certains morceaux d'ADN. Un moment, on appelait ça en anglais du garbage, on appelait ça la poubelle. C'est certainement pas de la poubelle, c'est certainement très important. Mais on ne comprend pas toujours le fonctionnement de l'importance de ces séquences d'ADN. Mais bien sûr, entre ces gènes qui sont plus ou moins, euh, je dirais, stables par rapport aux différents individus, entre les gènes, il peut y avoir des séquences d'ADN qui sont tout à fait différentes puisqu'ils n'ont pas vraiment d'incidence sur le côté médical.
Alors, il y a ce qu'on appelle des mini-satellites ou des microsatellites. Ce sont des séquences du génome qui se répètent les uns après les autres. Il peut y avoir entre 10 nucléotides et 60 nucléotides. On peut retrouver des milliers de combinaisons possibles entre les personnes. Et donc, ça va être là, dans cet endroit-là du génome, qu'on va être intéressé de vérifier l'identité de la personne. Parce que si on cherche dans les gènes qui sont stables plus ou moins chez tous les hommes, tous les humains, on a tous le même cœur, et on cherche dans tous le même passage qui parle qui donne de la fabrication du cœur, de la morphologie du cœur, etc. Ça se trouve, il n'y aura pas de grande différence. Mais à certains endroits, comme je vous ai dit, qui n'ont pas apparemment de fonction, mais certainement qu'ils en ont, mais on a là des grandes différences. Et donc, si on cherche dans ces endroits qui sont du polymorphisme, on peut retrouver des séquences qui sont différentes chez les uns. On peut retrouver la même séquence, mais une personne elle aura la même séquence qui reviendra 3 fois l'un après l'autre. Et il y en a une autre personne qui sera son frère, où il y aura 15, 15 séquences et d'autres, et ou bien une différence. Et donc, c'est là que, surtout la police scientifique, va rechercher pour essayer de trouver, de définir la, donc l'identité, je dirais, génétique spécifique de la personne et de pouvoir après vérifier si ce morceau de chair qu'on a trouvé dans un tank qui a explosé, Chas v'Chalila, est-ce qu'il est vraiment compatible avec le sang que le Khayal a donné. Alors, tous les Khayalim en Israël, tous les soldats en Israël, lorsqu'ils rentrent à l'armée, on leur prend des échantillons de sang qui vont pas être séquencés, qui vont être uniquement gardés, mais au cas où, Chaz Khalila, ce soldat était blessé, ou il a été porté disparu, et qu'on a retrouvé du sang, on a retrouvé des membres, on a retrouvé peut-être simplement ses habits. On va pouvoir, peut-être il a été kidnappé, on l'a déshabillé avant, on va retrouver des habits, on veut vérifier si vraiment ce sont les habits de notre Hayal qui a disparu. On va pouvoir récupérer des cellules qui sont sur ce vêtement. On va pouvoir récupérer des cellules qui sont chez lui à la maison, parce que sur sa brosse à cheveux, sur sa brosse à dents, dans son lit, il y a peut-être des particules qu'il a laissées. Et puis, on va retrouver ces gouttes de sang qu'il a laissées à l'entrée à l'armée, quand il est rentré à l'armée. On va pouvoir faire donc des comparaisons et arriver à la conclusion si c'est la personne qui est disparue, c'est vraiment la personne qu'on cherche ou bien non. Je vous rappelle aussi que cette question, elle a été énormément posée après l'attentat des deux tours, euh, ce qu'on appelle les théomimes, les deux tours jumelles qui étaient aux États-Unis, où après l'attentat de l'Al-Qaïda, et où il y a des milliers de personnes qui ont disparu. Et on a pu encore une fois, faire une reconnaissance par rapport à des résidus qui ont été traités, etc. C'est pour ça qu'en Israël, il y a cette organisation extraordinaire qui s'appelle Zaka. Vous avez certainement entendu parler, qui, lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a malheureusement un accident très grave, etc., ils sont là d'abord pour des raisons religieuses, pour ramasser tous les membres, que tous les membres soient enterrés dans la terre d'Israël, dans une cérémonie religieuse, etc. Et puis aussi, on va pouvoir après les utiliser Alors, il y a eu, je sais que après le 7 octobre, il y a eu pendant des mois et des mois, Israël a demandé l'aide d'archéologues parce ils ont l'habitude de s'asseoir dans le sable et de filtrer pendant des jours, etc., du sable pour retrouver une petite pièce de l'époque de Nabucodonosor ou une dent de dinosaure. Donc, ils leur ont demandé de venir dans tous les kibbutzim qui ont été brûlés et déchiquetés près de la bande de Gaza pour essayer ils ont vraiment filtré le sable et la terre qui était autour des maisons pour essayer de retrouver une dent, un poil ou quelque chose pour pouvoir après faire de la reconnaissance. Et donc, c'est cette question de halakha. Alors, dans la police scientifique, on utilise 13 euh,
endroits différents, polymorphismes qui se retrouvent dans le génome, qui sont très très différents entre les uns et les autres, et qui sont différents. Alors, il va falloir, chaque pays, chaque population, chaque police scientifique, elle fixe les endroits qui sont intéressés par rapport à la population où elles sont. Il est possible que la population, je ne sais pas, des gens qui viennent de Chine, les polymorphismes intéressants qui peuvent vraiment bien vérifier l'identification des personnes sont différents que ceux qui habitent je sais pas, en Caucase ou ceux qui habitent en Iran ou ceux qui habitent en Australie. Donc, il va falloir faire une adaptation de ces endroits par rapport à la population dont on est. Alors, en Israël, dans la police scientifique, on utilise 13 endroits différents. Je crois que c'est la norme, plus ou moins dans le monde entier. J'ai entendu une conférence du grand rabbin de l'armée d'Israël aujourd'hui, qui est spécialiste aussi, entre autres, là-dedans. Il a une équipe dans l'armée d'Israël. Il y a une équipe de rabbins avec deux scientifiques de génétique et de scientifiques qui sont spécialisés là-dedans. OK, pour pouvoir après donner des réponses aux parents d'une manière claire, que on sait que la personne est décédée, bien qu'on n'a pas le corps. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des cellules, euh, excusez-moi pour les détails, mais pour que ce soit les choses sont claires, on a trouvé des cellules cardiaques dans un endroit. Et on sait très bien que sans ces cellules cardiaques, ben, la personne elle a perdu son cœur euh, et qu'on a pu identifier que c'est vraiment votre fils ou, ou votre mari ou votre papa qui est décédé. Donc il y a en Israël, dans la Rabbanout, dans l'armée d'Israël, dans le grand rabbinat de l'armée, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Certains sont rabbins, certains sont généticiens, etc. Il y a un laboratoire, et là, je crois qu'ils font pas 13 vérifications, mais qu'ils font 18 vérifications pour que ce soit encore beaucoup plus probable. Parce que, OK, aujourd'hui, les chiffres que j'ai trouvés sur Internet, je ne sais pas si, que lorsqu'on fait des vérifications sur 13 endroits dans le polymorphisme, on peut trouver l'identifier une personne à une probabilité de 1 sur 776 millions. OK? Donc, le risque qu'on se trompe, vu qu'il n'y a que 9 millions de juifs en Israël, quoi, pas juifs, de population en Israël. Donc, si on est en 1 sur 776 millions, apparemment, on ne s'est pas trompé. Mais c'est important de dire cela parce que ça reste de la probabilité. Tous les laboratoires parlent toujours de chiffres de probabilité. Pourquoi? Parce que on n'a pas vérifié tous les hommes de terre, sur Terre, depuis Adam jusqu'à la naissance de mon petit-fils. On n'a pas vérifié toute la population de la Terre, etc. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux personnes sur Terre qui aient exactement le même génome? Au point de vue scientifique de probabilité, oui, c'est possible. Mais la probabilité, elle est presque nulle. Et donc, on revient donc à notre question, à moins que ce soit des frères jumeaux, qui est aussi une bonne question. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on peut donc déclarer qu'une personne est décédée? Alors, il y a une loi en Israël qui précise comment est-ce qu'on gère ce genre de banque de données. Qu'est-ce qui se passe si une personne a été arrêtée par la police? Ils ont pris des prélèvements, ils vont vérifier son génome parce qu'ils pensent c'est un violeur, et puis après, il s'avère que c'est pas un violeur. Donc, est-ce on a le droit de garder euh, euh, son, son génome dans les bureaux de la police? Combien de temps on a le droit de le garder, etc. Il y a toute une loi en Israël qui a été mise là-dessus justement pour pas qu'il y ait des dérives qui soient faites au niveau de ces choses-là. OK, donc jusqu'à maintenant, c'était l'introduction. OK, c'était donc l'introduction. Et maintenant, on va passer à la halakha. Simplement, je cherche. OK, on va parler donc de halakha. Alors, comme je vous ai dit, cette notion de personne disparue et d'identification, pour pouvoir, encore une fois, porter le deuil, faire Shiva, que la femme puisse se remarier, pour que puisse après départager leur héritage, etc. Vous savez, tout ça c'est important.
c'est des notions qu'on trouve déjà dans la Gemara et qu'on trouve dans le Shulchan Aruch. Alors, il y a une notion qui est toute simple, qui dit, on va lire ensemble les textes, et je vais vous les traduire. Alors, comme je vous ai dit, ça a été cette histoire-là, elle est encore plus forte. Ça a été posé déjà quand il y a eu l'attentat des deux tours aux États-Unis. Et vous voyez là ici un psak din, une décision, une discussion qui a été écrite dans un beth din aux États-Unis. C'est écrit en hébreu, mais c'est par des rabbins aux États-Unis, où ils parlent de l'attentat du 11 septembre. Et il y avait 4 personnes qui ont disparu et qu'on a retrouvé des morceaux de chair, etc., etc. Donc, vous voyez, et donc, on parle dans la Dacha de signes distinctifs, ou de ce qu'on appelle des simanim. Alors, ceux qui ont étudié le traité, par exemple, de Baba Metzia, ils savent très bien que dans le deuxième chapitre de Baba Metzia, quand une personne perd un objet, qui, que quelqu'un d'autre le trouve, pour pouvoir le rendre l'objet à la personne qui prétend que c'est son objet, il doit apporter ce qu'on appelle des simanim, des signes. Voilà, j'ai écrit mon nom sur le livre, ou j'ai pas écrit mon nom, mais il s'est un peu déchiré sur le côté gauche et un peu sur le côté droit, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une notion de signe distinctif qui ont une valeur juridique au point de vue de la halakha. Et ces signes distinctifs, ils ont aussi cette valeur juridique au niveau d'une personne qui serait décédée. Alors, je vais vous lire le Shulchan Aruch vous savez que le Shulchan Aruch, il est départagé en 4 parties. Donc, il y a une partie qu'on appelle Even Haezer, où il parle justement de le mariage, le divorce et tout ce qui est en rapport avec cela. Et nous dit le Shulchan Aruch, Matsu Arug Omet, im pachdato vechotmo vepartsuf panav kayamim, vekiru baem shu ploni, mais il dit malin. Si on a trouvé le corps d'un défunt, et on l'a trouvé entier, on a trouvé ça, on voit son front, on voit son nez, on voit sa tête, et on sait très bien que c'est la personne, tout le monde le reconnaît, ah, c'est celui-là, on le connaît, eh ben, il n'y a aucun problème. Ah, peut-être qu'il a comment on appelle ça en français, un kafil, peut-être qu'il a un sosie, peut-être que ce mec-là, il a un sosie, et qu'il y a une deuxième personne sur Terre qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça suffit. Nous dit la halakha, c'est suffisant. Si on reconnaît la personne, c'est suffisant. Ça veut dire que dans la halakha, on prend en considération que peut-être, il y a une erreur. Et peut-être que cette personne, elle a un sosie. Et peut-être qu'on se trompe. Mais on n'est pas des anges. Et la Torah, elle a été donnée, quand je vous dis on n'est pas des anges, moi je suis un ange, c'est clair. Mais quand on est écrit dans la halakha, un artulo malachim, ça veut dire on est des humains. On peut faire une analyse uniquement avec notre cerveau et notre analyse humaine. On n'est pas des anges, on n'est pas des prophètes. Donc, si quelque chose, au point de vue de la probabilité, elle est pratiquement nulle, même s'il y a peut-être une possibilité que c'est une erreur, on accepte, la halakha nous dit qu'on l'accepte. Vim nital echad mi'elu, אף על פי שיש להם סימנים מובהקים ביותר בכליו, אינם כלום. Nous dit le Shulchan Aruch, je continue que le Shulchan Aruch, si on n'a pas la tête de la personne, on n'a pas son, elle a été défigurée. Je ne veux pas dire décapitée, mais on a du mal à le reconnaître. Nous dit le Shulchan Aruch, c'est très, 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 très euh, difficile de pouvoir définir que cette personne est décédée. Si par exemple, elle est tombée dans de l'eau et qu'on l'a retrouvée 3 mois après dans une baignoire tout à fait défigurée, etc., ce sera pratiquement impossible de le reconnaître. Et nous dit le Shulchan Aruch, et tous les signes distinctifs qui font pas partie intégrante de son corps, elles n'ont aucune signification. Si par exemple on sait que c'est une personne qui mettait, je sais pas, et toujours une chemise rose, un pantalon rose, des chaussettes roses, des chaussures roses. Et on l'a retrouvé tout à fait démembré. Et on ne peut pas le reconnaître, mais on retrouve tous les habits roses que cette personne avait l'habitude de porter. Nous dit le Shulchan Aruch, ça n'a aucune signification. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a été embigvé et quelqu'un lui a volé ses vêtements. Et on retrouve maintenant une personne avec tous ses vêtements, mais c'est pas lui. Donc, ça ne fait pas une partie intégrante de son corps.
c'est des choses qui sont extérieures et on peut pas, c'est pas suffisant pour pouvoir, même si, point de vue de probabilité, combien de personnes sur Terre qui mettent et un pull rose et un machin truc, et toujours et la même marque et la même taille, ça change rien. Ça fait pas un partie intégrante. Nous, on a besoin de savoir que c'est la personne en elle-même, pas ses habits, pas son portefeuille et pas son sac. OK? Mais nous dit le Shulchan Arour, mais si ça fait partie intégrante de son corps, même si il a été décapité, chas v'chalila, mais que ça fait partie intégrante de son corps, par exemple, il a une main hein, d'une taille, d'une forme différente, quelque chose de spécial. Tout le monde dit, ah, mais ça, on le connaît, malheureusement, on lui a arraché les doigts, et c'est exactement comme ça que ses doigts ont été arrachés. On peut utiliser cela euh, pour définir qu'une personne est décédée. C'est entre autres pour cela qu'on utilise aussi en Israël auprès de l'armée, du rabbinat, etc., les empreintes de mâchoire. Parce que toute personne a une mâchoire et une dentition qui est tout à fait différente. Il y a des gens qui ont les dents droites, les gens qui ont les dents tordues, il y en a qui il leur manque une dent à gauche, une dent à droite. Ils ont chaque personne a une dentition tout à fait différente. Et déjà, avant qu'on fasse les vérifications sur l'ADN, on faisait des vérifications sur la dentition. Et on voit une influence, je dirais une, une évolution au niveau des décisions rabbiniques là-dessus, parce que justement, la médecine aussi, euh, euh, les appréciations médicales changent. C'est-à-dire que les appréciations médicales, peut-être des dentistes il y a 100 ans, sont tout à fait différentes des appréciations médicales aujourd'hui, puisque maintenant on a aussi peut-être que la personne, elle a fait une radio panoramique de ses dents. On peut voir exactement là où est-ce qu'il y a euh, une petite fracture, etc. On peut voir peut-être les ossements, etc. Et ça, ce sera suffisant pour que ce soit considéré comme un signe distinctif qui est vraiment assez fort, ce qu'on appelle un mouvakim, c'est des simanim mouvakim. Je l'ai traduit par des signes particuliers spécifiques qui sont vraiment au niveau au niveau de la probabilité, qui sont pratiquement spéciaux, uniques. Ok, je vous ai mis ici une photo euh, d'une personne qui a ce qu'on appelle polydactylie. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une Photoshop? Parce que quand on compte les doigts, là, il a sur un pied un 2 3 4 5 6 7 8 orteils. Et sur la main, il a un 2 3 4 doigts. Et en plus, il en a trois qui sont collés les uns avec les autres. Alors, est-ce que c'est du Photoshop ou c'est vraiment de la polydactylie à cause d'une maladie génétique? Je ne sais pas, c'est vous les spécialistes. Mais ça ne change rien. Si on retrouve les pieds et les jambes de cette personne, euh, on pourra définir d'une manière claire que c'est la personne qui a disparu et pas on ne va pas se tromper. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne est décédée. Ça aussi, c'est important. Le fait qu'on ait trouvé un pied et une main qui prouve que la personne est décédée. On a vu notre, notre otage qui est revenu là de Gaza où il lui manquait trois doigts à la main. Ok, on a retrouvé ses droits. On aurait retrouvé ses doigts, on aurait décidé qu'elle est décédée alors qu'elle était encore vivante. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a perdu les doigts pendant son, au moment où elle a été capturée. Je ne sais pas, elle a été peut-être blessée, tirée, ils lui ont tiré dessus. S'ils avaient retrouvé des morceaux de doigts, bien sûr qu'ils ne vont pas définir qu'une personne est décédée à cause de ça. Donc c'est pas simplement qu'on ait des cellules de la personne et que on l'identifie par rapport à du sang qu'on a ou des cellules qu'on a à la maison, mais ça, il va falloir aussi définir que il faut que ce soit un spécialiste, un médecin spécialiste qui va dire avec cette quantité de sang dans la voiture qu'on a retrouvée, qui a été identifiée, une personne ne peut pas vivre. C'est-à-dire que peut-être son corps a été capturé, mais avec une telle quantité de sang, elle ne peut pas vivre. Ou avec des cellules cardiaques ou que ce soit cérébral, elle ne peut pas vivre. Mais si c'est donc il va falloir que les choses soient très claires. Nous dit le Shulchan Aruch, nous dit le Rama. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, il a été écrit par Rabbi Yosef Karo et qu'il y a des annotations du Rama, de Rabbi Moshe Isserlich qui était Ashkenaz.
Et des fois, c'est la distinction entre les Sfarad et les Ashkénazes. Mais c'est pas toujours une distinction. Mais là, nous dit le Rama, il nous donne des exemples. Des exemples. Qu'est-ce que c'est que les signes distinctifs qui sont vraiment spécifiques, qui donnent une possibilité de définir qu'une personne est décédée? Ah, il dit justement, s'il manque un an, il lui manque un membre, ou il a un membre en plus, ou il a quelque chose de vraiment spécifique. Mais si c'est vraiment simplement une personne grande de taille ou petite, ou qui a un visage rouge, tout ça, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment qu'on ait un signe distinctif qui soit vraiment, euh, qui nous apporte une probabilité énorme. euh, et nous dit aussi le Rama, nous rajoute que même si on a 100 signes distinctifs qui sont extérieurs à son corps, comme je vous ai dit, le pull rose, la chemise rose, le caleçon rose, même si on a 100 signes comme ça, on ne va pas pouvoir les associer et, et dire, bon, bah, c'est vrai, la probabilité que chacun, il n'est pas énorme, mais que tous les signes ils soient ensemble sur le même corps, c'est clair que c'est lui, non. Nous dit le Rama, c'est pas suffisant. Et ça, c'est important. Donc, on a fait une distinction entre deux choses. On a fait encore, encore des signes qui sont garois, qui sont mauvais. J'ai écrit médiocre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le traduire, ou ils sont pas, au point de vue juridique, ils n'ont pas un poids juridique qui nous donne possibilité de s'en servir pour définir qu'une personne est décédée. Et on a, par contre, des signes qui sont particuliers, spécifiques, qui ont une force à tel point que ils vont donner une possibilité que même dans une notion de din deoraita, c'est pas simplement, vous savez que, par exemple, de dire oui, c'est mon portefeuille, c'est à moi, etc. Bon, c'est aussi c'est une question d'halakha. Mais bon, on voit quand même la grande différence par rapport au dire qu'une femme puisse se remarier. Donc il faut qu'on ait quelque chose de beaucoup plus important. Et nous dit Shulchan Aruch, nous disent les Chachamim que même si on n'arrive pas à 100%, mais la probabilité est tellement minime que ça va être suffisant pour pouvoir donner à une possibilité d'une femme de se remarier. Et donc ça, c'est ça qui c'est important. Et après avoir vu tout ça, et, et quelle est la définition d'un signe particulier spécifique? Les rabbins ne parlaient pas avec des termes de probabilité, de pourcentage. Donc, on retrouve par exemple dans le Beth Yosef, dans le Rabbi Yosef Karo, qui a écrit aussi le Shulchan Aruch, il dit que ça doit être quelque chose d'unique au monde. C'est la seule personne qui a ce signe-là. Ok, cette main-là, ce signe-là sur son corps, il est unique au monde. Mais viennent des rabbinim, ils nous disent, qui viennent expliquer le Shulchan Aruch, ils disent, mais c'est impossible de dire ça. Comment tu peux définir qu'une chose est unique au monde? Est-ce que tu as vérifié tous les hommes de la Terre? Donc tu peux dire simplement que la probabilité est très très faible. Et un des rabbins qui était en Pologne, vous voyez, dans les années au XVIe siècle, il dit non, et ça suffit qu'il y en ait, ce sera un pour 1000, un pour 2000, c'est suffisant. C'est un peu étonnant quand même de dire un pour 1000 et un pour 2000. En probabilité, on n'est pas énorme là. Et on va, encore une fois, dire à une femme qu'elle peut se remarier, avoir des enfants. Alors je pense que, je vais vous dire ce que je pense moi. Je ne sais pas si je dis vrai, mais je pense que quand il dit Echad mi'elef o alpaim shelo yukshachiach klal. Il dit c'est un sur 1000, un sur 2000, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fréquent. Je crois que le plus important, c'est la deuxième partie de sa phrase, c'est le fait que c'est pas du tout fréquent. Mais peut-être que j'ai pensé ça, et j'en ai parlé avec un statisticien, il m'a dit, c'est pas de la statistique, ça c'est de la sociologie. Je me suis dit, en Pologne, un rabbin en Pologne, un juif en Pologne, combien de juifs il a vu dans sa vie? Il vit dans un shtetl, il y a 50 maisons, il y a que 50 familles. Il va dans le shtetl d'à côté, il y a encore 50 familles. S'il a s'il a un cheval et que c'est pas l'hiver, alors il va aller un peu plus loin. Combien de personnes
dans les années, au XVIe siècle, combien de personnes les gens, ils avaient côtoyé dans leur vie. Et par rapport à nous aujourd'hui, quand on disait 1 sur 1000, c'est waouh! 1 sur 2000, c'est énorme. Alors qu'aujourd'hui, avec Facebook, on voit 1 milliard de personnes en 5 minutes sur Internet, ok, de visages différents sur Internet. Après, il va falloir vérifier si c'est des vrais ou ça a été fait par ChatGPT, ça c'est une autre histoire. Mais c'est-à-dire que il y a à mon avis, il y a une notion ici c'est vrai que c'est de la sociologie d'une certaine manière. C'est-à-dire que à une époque de la vie, de dire que c'est très très rare, elle est différente qu'aujourd'hui, la manière dont nous on parle quand on dit que c'est très très rare. Ok, je dirais au point de vue médico-légal, si vous disiez, ouais, c'est très rare, hein, ce médicament, il tue qu'une personne une personne sur 1000 ou personne sur 2000, je suis pas sûr que l'agence de biomédecine, elle va vous donner une autorisation d'utiliser ce médicament. Ok, si c'est pas 1 sur 1 million ou 1 sur 2 millions. Ok, donc, les notions de proportion de, de probabilité, elles ont changé à mon avis. C'est mon appréciation personnelle. Mais ça ne change rien. La phrase, le, le- le principe qui a été repris par le Rav Binyamin Aaron Selnik de Pologne, elle est reprise aujourd'hui dans les discussions rabbiniques en disant que même si ce n'est pas quelque chose qui est unique au monde, mais c'est quelque chose dont la probabilité est très peu, c'est suffisant. Ok, c'est repris aussi, vous voyez par ici par le Chazonnier. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails de ce qui est écrit. Ok. Et donc, la grande discussion qui a été faite, c'est de définir est-ce que les vérifications dont on a parlé, de signes spécifiques de polymorphisme sur l'ADN, est-ce que ça va être considéré comme un signe spécifique, rare, unique, et qui va donner une possibilité de dire qu'une femme, de définir qu'une personne est décédée avec toutes les implications que ça a, ou que c'est pas considéré comme un signe spécifique très très rare. Et c'est intéressant parce que ça a été discuté donc à l'époque par le grand rabbin de la police israélienne. Vous voyez, chez nous, on met des rabbins partout. On met un rabbin à l'armée, on met un rabbin à la police, on ne met pas un rabbin uniquement à la synagogue. Mais c'est parce qu'il y a des questions euh, policières qui ont une application ilchatique. Simplement, il y a déjà une question toute simple. Est-ce qu'on a le droit de sortir Shabbat avec sa voiture de police, arrêter un voleur qui a volé un œuf ou qui a volé un bœuf? OK? C'est déjà une question de halakha. Mais en plus, il y a des questions qui sont des questions très, très, très graves, comme tout est grave, quoi. Ça aussi, l'histoire de Shabbat, c'est grave. Mais aussi, là, de cette histoire de. Et donc, il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Levinson, qui était un des rabbins de la police en Israël. Il a considéré, lui, que l'ADN ne pouvait pas être considéré comme un signe spécifique. euh, Qu'est-ce que j'ai dit comment j'ai appelé ça tout à l'heure? Particulier et spécifique. Non. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça. Je vous rappelle ce qu'a dit le Rama. Le Rama, il a dit s'il y a 10, même s'il y a 100 signes qui ne sont pas des signes très très rares, mais que leur juxtaposition ensemble sur un cadavre, ils vont être considérés comme très très rares, on ne peut pas les associer ensemble. Parce que chacun est différent. Et donc, nous dit le Rav Levinson, il a vérifié quels sont les risques, quelles sont les chances qu'il y a ici. Euh, voilà, on a dit que c'était des séquences qui revenaient à différents endroits, à différentes. C'est la même séquence, mais qui revient chez une personne 2 fois, sur une autre personne 3 fois, sur une autre personne 100 fois. Quelle est la probabilité que sur le gène numéro 2, à l'endroit TPOX, il y ait un changement? Il est arrivé, on lui a dit 10% de la population. Ah, 10%. 10% de la population, ils ont ce même signe distinctif spécifique. Ben, ce n'est pas spécifique ni distinctif.
Et quel est le risque là, sur le gène numéro 3, sur le gène numéro 4, sur, quoi, sur le chromosome numéro 3, sur le chromosome numéro 4? Et donc, il est arrivé à la conclusion qu'en fin de compte, l'ADN, ce serait comme un ramassis de signes médiocres. Et on a vu que dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, on ne peut pas prendre des signes médiocres et les assembler ensemble et en faire et le dire, bah, la probabilité que tous ces médiocres soient ensemble, la probabilité est toute petite et on va pouvoir... Non, on ne peut pas faire ça. Et donc, il arrive à la conclusion que la police ne peut pas utiliser l'ADN comme signe qui est assez important pour pouvoir euh, euh, définir qu'une personne est décédée avec toutes les implications. Alors, pour arriver pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la conclusion euh, des rabbinim. Parce que sa thèse du Rav Levinson, elle a été remise en question par des rabbinim, entre autres par un Rav qui s'appelle le Rav Zalman Nechemia Goldberg, et par encore d'autres rabbinim, en disant, vous vous trompez, monsieur le rabbin Levinson, vous vous trompez. Parce qu'il y a une différence entre des chaussettes, un pull, des chaussures, des lunettes, un chapeau, tous les roses qui sont là, et l'ADN de la personne. L'ADN de la personne, c'est pas une juxtaposition de d'objets qui ont aucune relation entre l'un et l'autre. Et il est très bien possible que deux personnes sur Terre, ils ont plus ou moins les mêmes objets, et il y en a un, il a un rose fuchsia et l'autre, il a un rose bonbon. Non, l'ADN de la personne, c'est l'essence de la personnalité. Pas au point de vue de la personnalité, je dirais au point de vue psychologique, mais c'est l'essence de la spécificité de la personne. Et sans ce gène qui se trouve ici, là, sans ce gène qui se trouve, ou sans ce chromosome numéro 2 avec cet endroit-là, PTOX, là, peut-être que la personne, elle n'est pas viable du tout. Elle ne peut pas vivre. Donc, ce n'est pas un signe extérieur qui s'associe à un autre signe extérieur. C'est l'identité et la vitalité de la personne en elle-même. Tous les signes qui sont ensemble, toutes les variantes qui sont ensemble, font que la personne elle a une possibilité d'abord de vivre, d'exister. C'est l'existence de la personne en elle-même. Et en plus, c'est la variabilité entre les différentes personnes. Il y en a qui est rouquin, et l'autre il est blond, et l'autre il a les yeux bleus, et l'autre il a les cheveux crépus, et l'autre il est bronzé, et l'autre il est tout blanc, et l'autre il est grand, et l'autre il est... Et toutes les différences, c'est peut-être aussi des influences psychologiques et des influences médicales, etc., etc. C'est pas simplement... Et comme on sait, en plus, je vous dis, tout ce que je vous dis ça, c'est par exemple, ça a été reporté par un Rav qui s'appelle le Rav Levin, Eliyahu Levin aux États-Unis. Justement, ça fait partie de sa décision pour donner l'autorisation à ces femmes de se remarier après que les maris aient disparu, assassinés le 11 septembre dans les tours. Il a dit les simanim, ces signes, c'est pas l'ADN, c'est un tout. C'est un tout en lui-même qui est indissociable, puisque sinon la personne, elle ne peut pas vivre. Et donc, il est arrivé à la conclusion que c'est une erreur de perception ou de conception ou d'analyse de considérer que l'ADN, c'est simplement un ramassis, un amas de signes distinctifs qui ont rien à voir avec les autres et on peut pas les assembler. Et donc, il est arrivé à la suite de ça à la conclusion qu'on peut définir qu'une personne est décédée. En plus, il a dit, il est clair qu'on va essayer de retrouver d'autres points qui sont importants et qui vont se rajouter. Par exemple, la femme, elle va nous faire on va voir dans les fiches de l'eau, quand on va vérifier les téléphones, que le téléphone de la personne, jusqu'à une seconde avant l'attentat, il était vraiment présent dans le bâtiment.
peut-être qu'il y a plein de personnes il y a peut-être des caméras de surveillance. On peut retrouver les films parce que les serveurs ils sont dans un autre bâtiment et qu'on peut retrouver, on le voit qu'il est rentré dans son bâtiment, on voit qu'il est rentré dans son bureau, on l'a pas vu ressortir. Donc on va toujours utiliser un maximum d'éléments qui vont pouvoir nous prouver que, parce que là aussi, c'est des éléments qui existent dans la halakha, qu'une personne qui se trouve, la Gemara pose cette question, si une personne tombe dans ce qu'on appelle kifshan haesh, comment on appelle ça en français, la kifshan haesh, c'est une fosse brûlante, où on jetait les gens, où, il a voulu jeter Avram Avinu, euh, le roi, et qu'Avram Avinu, il est sorti vivant. On a la même histoire avec Daniel qui a été jeté dans la fosse. Là-bas, c'était avec les lions. Mais bon, donc, il y a des halakhot. Est-ce que c'est la même chose si on tombe dans une fosse Une brûlante, fournaise. une fournelle, ok? Et Fournaise. d'accord, une fournaise, excusez-moi. Ou bien on tombe simplement dans un feu de bois, dans la forêt. Et on est tombé dans un feu de bois. La halakha, elle voit les choses différemment. La halakha, elle voit les choses différemment si on est tombé dans un lac. Et on peut voir si une personne est tombée dans un lac, si elle est sortie du lac, parce qu'on voit tous les contours du lac. Un petit lac, OK? Et aussi, au contraire, elle est tombée dans un océan, etc. Donc il y a des halakhot là-dessus. Donc on essaie d'utiliser aussi toutes nos autres notions qui sont dans la halakha pour pouvoir les rajouter à cette analyse génétique. Euh, mais alors, il y a certains rabbinim, comme deux grands rabbinim qui s'appellent le Rav Wosner et le Rav Karelis, qui ont considéré que c'était presque suffisant, mais pas suffisant 100%. Mais une fois qu'ils ont sorti leur psak halakha, il y a eu il y a des rabbinim au fil des années qui sont venus leur parler en leur disant: pourquoi vous avez écrit que c'est presque suffisant? Parce qu'ils disent, parce que on ne voulait pas qu'on se suffise de cela. Il fallait rechercher encore le maximum d'éléments qui peuvent prouver. Par exemple, quand un soldat rentre dans un tank, il signe un papier, il rentre pas dans un tank comme ça. On sait que c'est le tank chaque rayal, chaque tank, il a ce qu'on appelle un tsevet, il a, il a toute une équipe. On va pas, on travaille ensemble. On sait que c'est l'équipe qui est ensemble. On sait que malheureusement, s'il y en a un qui a disparu, on sait que c'est lui, etc., etc. Il y a Mais à la fin, ils sont arrivés à la conclusion que malgré la publication de leur PSA, que c'est presque suffisant, que si vraiment il n'y a rien d'autre, ce sera suffisant. Et c'est aujourd'hui la position du grand rabbinat donc de l'armée d'Israël, en disant que c'est suffisant. Entre autres, je vous ai rapporté ici les paroles du Rav Zalman Echemia Golker, qui est important. Il dit, il y en a qui disent que c'est pas suffisant, l'ADN, parce qu'on n'a pas vérifié l'ADN de l'humanité depuis la naissance de Adam Arishon jusqu'à de nos jours. Et que donc, il est possible qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même génome. Ils se moquent un peu de ça. Ils disent, oui, mais c'est écrit dans, dans le Talmud qu'on peut, en voyant le visage d'une personne, on peut définir que c'est la personne. Et peut-être qu'elle a un sosie, c'est ce que je vous avais dit au début. Peut-être qu'elle a un sosie. Est-ce que les rabbins de l'époque du Talmud, ils avaient vérifié le visage de tous les hommes de la terre? Non, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'une certitude de 100%, mais on a besoin d'une certitude de presque 100%. Et donc, si aujourd'hui les tests ADN ils sont à 1 sur 776 ou 100 et même de nos jours qu'on on fait monter comment ça s'appelle, on fait monter les analyses qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées, etc. On peut arriver à 1 sur plusieurs millions, etc. Donc, ou plusieurs milliards. Alors, bien sûr que c'est suffisant. Et c'est aujourd'hui la position du grand rabbinat d'Israël et du grand rabbinat de l'armée d'Israël. Et c'est entre autres là-dessus qu'a été défini, par exemple, vous connaissez tous l'histoire, malheureusement, du soldat Hadar Goldin, où on n'a toujours pas retrouvé son corps, qui avait été pris en otage il y a déjà de longues années. Je ne me rappelle pas exactement combien de longues d'années, mais au moins plus de 10 ans. Et ils avaient quand même défini qu'il était décédé et que ses parents pouvaient donc faire Shiva, etc.
Et on raconte, encore une fois, je ne suis pas dans toutes les confidences de l'armée d'Israël, mais on raconte qu'ils avaient trouvé justement des cellules euh, de son corps qui avaient été donc modifiées à 100% et on avait très bien compris qu'avec ces cellules-là, il ne pouvait pas rester en vie et que donc il était décédé. Et donc aujourd'hui, c'est la position euh, en Israël par rapport au sujet dont on parle. Alors, la question qu'on va devoir se poser maintenant, c'est par rapport à la paternité. Est-ce qu'on va se servir de ces mêmes tests pour définir qui est le père de l'enfant et définir si la personne, elle est mamzer, oui ou non? Là, on rentre dans un autre registre. Et alors, vous comprenez que tous ces tests ADN, ils peuvent avoir des influences, par exemple, sur la judaïté. Une personne va dire, je ne peux pas prouver que euh, j'ai pas de papier de prouver que c'est mes parents, mais mes parents, eux, ils ont des papiers qui sont juifs, ils sont arrivés de Russie, ils ont des papiers, une ketouba, comme quoi ils se sont mariés. Il n'y a aucun papier que je suis leur enfant, mais je peux faire des tests d'ADN et prouver que je suis leur enfant. Et donc, s'ils sont juifs, je suis automatiquement juif. Donc, vous comprenez que ça, de ce qu'on parle, ça a des implications dans plein de différents domaines qui sont intéressants. Euh, il y a des discussions qui ont été faites justement dans les batédines, dans les tribunaux rabbiniques là-dessus, euh, de, de quoi on peut se servir, de quoi on ne peut pas se servir, qu'est-ce qui peut être viable au point de vue juridique ou non. Et donc là, on va parler d'un deuxième problème ou d'une deuxième question qui est de parler d'une personne qui donc, est-ce que la personne est-ce que c'est le père ou c'est pas le père? Donc je reviens vous connaissez tout, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et très bien, comme là, bon, les choses sont claires, donc on a deux allèles. Sur chaque chromosome, on a deux allèles. Et chaque enfant, il reçoit par probabilité sur chaque chromosome, ou le allèle du côté de la mère, j'ai mis en bleu ou en rouge, en vert et en jaune. Donc il y a toutes les possibilités. Et c'est simplement sur un chromosome multiplié par 23. Donc on a toutes les probabilités possibles du génome des enfants qui puissent être ok. Et si sur le allèle du père, on a sur ces endroits-là qui sont les microsatellites de polymorphisme, on a chez le père, sur un des allèles, il a par exemple trois euh, séquences qui reviennent un après l'autre, et sur son autre allèle, il a quatre séquences. Donc si le fils, c'est le fils de son père, sur le même chromosome, au même endroit, où il y a ce polymorphisme, il va y avoir ou trois ou quatre. Là, et si c'est le fils de sa mère, il aura comme sa mère. Donc d'une certaine manière, si on vérifie le allèle du père, les allèles du père, les chromosomes du père, et après les chromosomes du fils, on va pouvoir faire un croisement et arriver à la conclusion. Alors, Euh, et donc, est-ce que on va pouvoir définir oui la paternité, oui ou non? Alors, bien sûr, on prend en considération qu'il y a une différence, et ça, c'est un point qui a été mis qui a été mis en exergue par justement ces deux rabbinim, le Rav Wosner et le Rav Karelitz, c'est qu'on doit faire quand même une différence fondamentale entre la génétique d'une personne par rapport à elle-même. Ok, on a trouvé un membre, on va vérifier son sang qui est gardé dans une banque de sang de l'armée d'Israël. Et on doit faire ça, ce qui est presque 100%, ou même on considère aujourd'hui que c'est que 100%. Et la différence entre un père et un fils, parce il y a des mutations génétiques. Euh, Aujourd'hui, je me suis assis avec un garçon qui a un syndrome de Marfan. En français, c'est du Marfan. Ok, du Marfan. Et ses parents, ils n'ont aucun syndrome, ni ses frères et sœurs, et c'est une mutation génétique. Donc, si on regardait Euh, le chromosome, si je me rappelle bien, Marfan, c'est sur le chromosome 13, si je ne dis pas de bêtises, ou 15, et qu'on vérifie le côté
le chromosome du père et du fils, on va avoir une différence. Est-ce qu'on va décider par ça, que son fils est un mamzer? Bien sûr que non. Donc, il faut qu'on... Donc, donc déjà, la fiabilité est beaucoup plus fiable, c'est clair, au point de vue, puisqu'il y a des mutations génétiques qui sont qui passent certaines, elles passent de génération en génération, et elles sont spontanées, de novo, et donc on ne peut pas définir que par ces mutations que c'est pas le fils de son père. Alors, quand on regarde par exemple sur le site du ministère de la Santé en Israël, euh, et on pose la question, est-ce que la personne, elle peut prouver que c'est son père à 100%? Il y a écrit que non. On ne peut pas prouver à 100% que le, que c'est le père. On peut prouver presque à 100%, parce que justement, il y a ces différences génétiques. Est-ce qu'on peut normalement définir d'une manière claire que c'est pas le père que c'est pas le fils de son père? Oui, normalement, oui. Mais quand même, dans les, dans les, dans les tribunaux en Israël, alors je ne sais pas encore, chaque pays certainement a une législation différente, mais on est très, très, très réticent sur ce genre de test et sur l'interprétation de ces textes. Entre autres, pourquoi? À cause de cette notion de mamzer. Vous comprenez que définir qu'une personne, elle est mamzer, vous voyez, par exemple, je vous ai apporté ici un texte qui a été écrit, un article qui a été publié dans un journal qui s'appelle Maariv, où il nous parle d'un homme qui a payé pendant 18 ans la pension alimentaire à son fils en croyant que c'était son fils. Et après 18 ans, il a refait faire un test génétique à son fils, et il s'est avéré que c'était pas son fils, que c'était une erreur. OK? Donc, on voit qu'il peut y avoir des erreurs dues à une manipulation de laboratoire, une fait que ça a été fait, qu'il y a une erreur au point de vue de l'analyse génétique, etc., etc. D'ailleurs, j'ai trouvé un article intéressant. Ils avaient trouvé en Allemagne, ils avaient trouvé qu'il y avait un tueur en série qui avaient tué plusieurs femmes les uns après les autres. Ils étaient arrivés à la conclusion, d'après des tests d'ADN qui avaient été faits sur les victimes, que l'assassin était certainement une femme avec telle et telle caractéristique. Et puis après, il s'est avéré que tous ces tests d'ADN, c'était la laborantine du laboratoire de, de la police qui faisait mal son travail, qui polluait les tests ADN, et à chaque fois, elle se vérifiait elle-même. OK, donc c'est important ça. Pourquoi c'est important? Vous allez me dire, mais c'est anecdotique. C'est vrai que c'est anecdotique. D'abord, voilà, la preuve, c'est qu'il y a un mec qui l'a payé pendant 18 ans une pension alimentaire à quelqu'un qui n'était pas son fils. Mais c'est anecdotique, mais c'est important au point de vue de la halakha. Parce que vous allez voir, à la distinction du fait que la halakha, elle cherche à tout faire pour pouvoir donner une possibilité à une femme de se remarier et de ne pas rester aguna, de ne pas rester qu'elle est bloquée. Elle est dans une prison à l'air libre. Elle n'a pas de mari, mais elle ne peut pas se remarier parce qu'on ne sait pas où il est et il a disparu. On essaye de tout faire. C'est un des challenges les plus graves et les plus importants des rabbinim quand ils sont des grands rabbinim, ok, les grands rabbins d'Israël. Ils font tout pour pouvoir trouver une faille la plus petite pour pouvoir, entre guillemets, libérer une femme et lui donner la possibilité de se remarier. J'ai entendu l'ancien grand rabbin d'Israël, ça vient de se changer, le Rav Yitzhak Yosef, qui pleurait et qui a dit, je pleurais après le 7 octobre pour pouvoir trouver des... Je priais Dieu qui me donne la chorma, que je puisse trouver la faille. Et son père, pareil, le Rav Ovadia Yosef, et un des plus grands là-dessus, c'était le Rav Messas, le grand rabbin du Maroc, qui était après le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Machash, le Rav Shalom Machash. Il était connu pour pouvoir trouver la faille qui puisse donner une possibilité qu'une femme se remarie. D'ailleurs, il y a une grande question en Israël, si des gens parlent de tout ça, où justement il y a un rabbin qui a donné une possibilité à des femmes de se remarier alors qu'on n'avait pas les corps. C'était je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de sous-marin du Dakar.
il y a un sous-marin israélien qui a disparu, et donc avec toute une équipe de, de, de- 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 de soldats de la marine israélienne qui a disparu, et on les a cherchés pendant des années. Et il y a eu à l'époque une décision d'un grand rabbin qui était le grand rabbin d'Israël, le Rav Goren, où il avait deux possibilités à donner à ses femmes de se remarier, alors qu'on n'avait pas de corps. Et donc il y a eu une grande discussion dans le monde rabbinique. Est-ce que sa décision, elle était bonne ou elle n'était pas bonne? Est-ce que les enfants de toutes ces femmes qui se sont mariées sont mamzerim ou non? Baruch Hashem, je dirais pas Baruch Hashem, j'aurais préféré qu'on retrouve le sous-marin, mais d'une certaine manière, Baruch Hashem pour ces femmes et pour tous ces enfants qui sont nés après, peut-être après 20 ans, 30 ans, je me rappelle très bien quand on a retrouvé, Israël a retrouvé le sous-marin échoué au fond de l'océan, après avoir cherché pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, ils ont recherché, à la fin, ils l'ont retrouvé. Et donc, il s'est avéré que c'était pas une erreur, cette décision rabbinique. Donc, vous voyez, alors, à l'instar, je ne sais pas si ça se dit en français, mais je le dis quand même, à la différence de, que les rabbins font tout pour pouvoir trouver une faille et dire qu'une femme puisse se remarier, ils vont tout faire et prendre tous les arguments pour pouvoir dire qu'un enfant n'est pas mamzer. C'est même dans la Gemara, apporté dans la Gemara, où une femme, son mari est parti, son mari c'était un grand tzaddik, Shmuel, il est parti en Babylonie et elle était toute seule en Israël. Et elle est tombée enceinte. Et elle a accouché d'un bébé. Et ils ont voulu dire que cet enfant était mamzer. Certainement qu'elle a été fréquentée d'autres hommes alors que son mari n'était pas là. Et la Gemara, elle dit non, il y a une possibilité peut-être, parce que c'est un grand sadique, qui puisse, par le nom de Dieu, ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, il a peut-être prononcé le nom de Dieu et il est arrivé transporté, téléporté à la maison, il a eu des relations avec sa femme, il est reparti et l'enfant, il n'est pas mamzer. Bon, cette idée, elle n'est pas reprise par le Talmud, ok? Elle n'est pas reprise par le Talmud. Mais je vous montre ce qu'ils essayent de faire. Bon, ça c'est pas valable, ok? C'est pas valable. Ça n'a pas été repris dans les livres de Halakha. Mais je vous apporte ça pour vous montrer l'effort extraordinaire que font les rabbins. De la même manière que pour sauver, je dirais, une femme de sa prison, de sauver aussi un enfant de sa prison. Parce que de dire à un enfant qu'il est mamzer, il ne peut pas se marier. Ni lui. Et s'il s'est marié, ses enfants sont mamzer. Et pareil, pense ça pendant des générations et des générations. Donc, on fait tout dans la halakha pour trouver une faille. Et c'est ce que je vais vous rapporter maintenant dans le temps qui nous reste pour vous rapporter ce qui est écrit dans les livres de halakha. Donc, vous allez voir. Conclusion, au cas où il y a quelqu'un qui va se coucher maintenant, conclusion, les tests d'ADN de paternité ne sont pas valables en Israël dans les tribunaux religieux pour définir qu'une personne, c'est pas le fils de son père, et au point de vue de la halakha, il est mamzer. Des fois, c'est accepté pour des questions d'argent, de pension alimentaire, de machin. On va dire non, il n'est pas mamzer, mais d'un autre côté, tu n'es pas obligé de payer une pension alimentaire parce qu'il y a un doute que c'est son fils. Mais le doute, il n'est pas assez fort pour dire que cet enfant, il est mamzer. La halacha arrive à jongler pour pouvoir trouver des solutions des deux côtés. OK? Euh, donc, je vous rapporte ma quatrième. OK. Donc, la notion de mazer, on la connaît tous. Dans la théorie, Baruch Hashem, on a donc un passouk dans la Torah, dans Sefer Dvarim, dans le Deutéronome, que Mazer ne peut pas se marier. Et, et nous dit la Gemara, dans Kiddushin, dans le Maseret Kiddushin, que c'est uniquement un mamzer où on est certain à 100% qu'il est mamzer. Mais s'il y a un safek, qu'il y a un doute, pratiquement, normalement, il pourrait se marier. Mais le Rambam nous dit, mais c'est pas suffisant. Si le doute, c'est un doute très douteux, on ne va pas lui donner l'autorisation de se marier. OK? Donc, même si Deoraita, de la Torah,
le moindre doute pourrait suffire pour le libérer, nous dit le Rambam, c'est problématique. Mais pourtant, on a un passage intéressant qui est dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin. La Gemara nous dit, dans Masechet Kiddushin, que dans la nuit des temps, Imir Hashem demain, ou ce soir, quand le Mashiach viendra, et qu'on aura Eliyahu Hanavi qui sera là, il va dire à toutes les personnes quel est leur statut. Il va peut-être arriver au Beth Amikdash et dire, toi, tu sais, tu te crois Cohen, mais t'es pas Cohen. Toi, tu te crois Lévi, mais t'es pas Lévi. Mais toi, au contraire, tu te crois que t'es Israël, mais t'es un Cohen. Donc chacun, il va remettre les gens dans leur statut en place. OK? C'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'il a le roi Hakodesh, il a une genre de prophétie, et puis il peut savoir par prophétie la profondeur des descendants de chacun, et de dire toi t'es Cohen, toi t'es Lévi, toi t'es Israël, etc., etc. Et nous dit, la Gemara nous continue, il nous dit Rabbi Meir, euh, euh, nous dit, excusez-moi Rabbi aussi, nous dit, mais les mamzerim, il va pouvoir bien très bien savoir si c'est qui est Cohen, qui est Lévi. Pourquoi il n'est pas Cohen? Parce que son père, il était Cohen, mais il s'est marié avec une femme il n'avait pas le droit de se marier, il s'est marié avec une divorcée, il s'est marié avec une convertie. C'est son arrière-arrière-grand-père. Il a perdu la Keuna, il a perdu le titre de Cohen, mais il ne sait pas, puisque sur les papiers il y a écrit Cohen, et les petits arrière-petits-enfants, ils se croient Cohen, mais ils ne sont pas Cohen. Ok, je vous donne par exemple comme exemple. Donc Eliyahu Hanavi et le Mashiach, ils savent dire que ton arrière-arrière-arrière-grand-père, il s'est marié avec une convertie ou avec une divorcée. Et à cause de ça, vous n'êtes pas Cohen. Alors quoi, le Mashiach, il ne sait pas que son arrière-arrière-grand-père, peut-être lui, il s'est marié, ou sa arrière-arrière-grand-mère, elle a une relation avec un homme alors qu'elle était mariée, et que cet enfant, il est mamzer, et que donc son arrière-arrière-arrière-petit-fils, il est aussi mamzer. Est-ce qu'il va aussi dire ça? Nous dit la Gemara, non, il ne va pas annoncer aux gens qui est mamzer et qui n'est pas mamzer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'après, au moment de la venue du Messie, il va faire je dirais un nettoyage total. Et au point de vue médical, tout le monde va devenir en bonne santé. Et au point de vue spirituel, tous les gens qui étaient impurs vont devenir impurs. Et au point de vue, je dirais, spirituel du statut de la personne, ça va être annulé. Et ils mettent ça sur un verset qui se retrouve dans Ézéchiel, dans Yecheskel. Vezariti alechem haim teorim, uteatrem, mikol tumotechem, mikol gilulechem ataeretrem. Et nous dit la Gemara, voilà, nous dit, je vais jeter sur vous de l'eau pour vous purifier de toutes vos impuretés, de toutes les choses mauvaises que vous avez fait, de toutes les choses, tout ce que vous avez fait, et je vais vous rendre pur. Et nous dit la Gemara que c'est une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, et que la halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Qu'à la fin des temps, il y aura pas on ne va pas définir qui sont les personnes qui sont mamzer, oui ou non. Et à la suite de cela, les commentateurs du Talmud, comme le Ramban, disent, et que le Ran, ils nous disent que si demain, à cause de cette explication talmudique, et la halakha, elle dit que c'est, et la Gemara dit c'est ça la halakha. Si demain viennent des témoins devant un tribunal rabbinique et disent oui, on a entendu cette femme-là, elle traîne avec des hommes, on n'est pas sûr que son fils c'est son fils et tout, on les fout dehors. On leur dit vous n'avez pas le droit de venir, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. À moins que vous ayez vu d'une manière claire de vos yeux, vu que c'est un vrai témoignage, que vous avez vu cette femme en train de, avec un homme, etc., là c'est autre chose. Mais si c'est des oui-dire, des peut-être, et c'est presque sûr 100%, parce que son mari, il n'est jamais à la maison, et comment elle peut tomber enceinte hein. Dehors, on ne vous écoute pas. Kevan nitmea nitmea. À, à partir du moment où l'enfant il a été considéré comme enfant légitime de son père, et que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas venir après et, et dire des choses sur cet enfant, et salir sa mère, et salir sa famille, etc. etc. C'est comme ça qu'est revenu, qui est ramené dans les livres de Halacha, dans les commentateurs sur le Talmud, et c'est repris par ce qu'on appelle les décisionnaires rabbiniques d'après le Shulchan Aruch, après le Shulchan Aruch, après la période du Shulchan Aruch,
et qui nous disent que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire de la Gemara dans Masechet Kiddushin? On apprend que le statut de mamzer, c'est un statut juridique et c'est pas un statut biologique. Écoutez bien ce que je vous dis là. Il y a une différence entre un statut biologique et un statut juridique ilchatique. Il est possible qu'au point de vue de la génétique, vous allez nous prouver avec un test ADN que cet enfant-là, c'est pas c'est pas le fils de son père. Ça n'a aucune importance. La biologie va pas définir le statut juridique d'une personne et le statut spirituel d'une personne. Pour qu'une personne soit définie comme Hamzer, on a besoin de témoins qui ont vu la personne se mettre avec un homme et faire ce qu'ils ont fait. On a besoin des témoignages devant un tribunal rabbinique. Et tant qu'on n'a pas le témoignage d'un tribunal rabbinique, il n'y a pas la juridiction qui a été fixée. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est qu'il y a une question de juridiction, de décision juridique d'un tribunal rabbinique qui va décréter que cet enfant il est mamzer. Et tant que ça n'a pas été fait, eh ben cet enfant il n'est pas considéré comme mamzer. Et on n'a pas le droit d'aller chercher et fouiller et apporter des preuves qui ne sont pas des preuves juridiques, qui sont des preuves biologiques. C'est ce qui est rapporté, entre autres, par ce rabbin-là, qui était un rabbin, qui était le rabbin de mon beau-frère, entre autres, qui s'appelle le Rav Rabinovich, qui était à l'époque Dayan du Canada, qui a fait son alia et qui a monté une yeshiva en Israël, dans la ville de Ma'ale Adumim, une yeshiva Tesder. Et il définit un article là-dessus où il apporte énormément de, de, de- d'exemples au point de vue de la halakha où on va faire une différence entre le côté scientifique et la preuve scientifique et la preuve ilchatique et le côté juridique de la chose. Et la preuve juridique, elle est pas assujettie, je dirais, euh, euh, au côté biologique, au côté scientifique. Alors, vous voyez, on a une approche tout à fait différente de ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'ADN pour les femmes qui sont agounottes et qui ne peuvent pas se remarier. Là, on va tout faire parce que c'est dans le système juridique. Le système juridique nous dit qu'il nous suffit de voir le nez, le machin, un truc, et on a besoin d'un signe spécifique, même si c'est pas 100%, ça nous suffit. C'est la halakha qui l'a dit. Et donc, on va se servir de la science pour pouvoir apporter une autre forme de preuve qui n'existait pas à l'époque du Talmud, mais qui va dans le même sens. Mais au point de vue de la Mamzerout, c'est le contraire. La Mamzerout, elle ne nous a pas dit il nous faut un test d'ADN, Non, ils nous ont dit il nous faut des témoins qui soient présents devant le tribunal rabbinique, que le tribunal vérifie que ces témoins, c'est des témoins qui sont fiables, qui ne sont pas frères et sœurs, qui ne sont pas deux cousins, qui n'ont pas d'intérêt, qui détestent pas la personne avec qui ils. Et s'ils ne sont pas fiables, bon, on les jette dehors. Ah, mais point de vue. Ils disent des choses intéressantes. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Juridiquement, ils veulent rien. Vous comprenez? Et Mais ça, c'est comment quelque chose. excusez-moi, j'avais juste une question. Comment c'est possible que dans certains cas, on se base sur l'ADN, on dit OK, on se base sur l'ADN, dans d'autres cas, c'est pas le cas. Parce C'est un peu qu'encore quand une ça fois, nous je vais arrange. réexpliquer ce que je viens de dire. Je vais réexpliquer ce que je viens de dire. Excusez-moi, mais j'ai pas compris alors. Non, 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 tout est bien. Tout est bien. Je sais que c'est subtil, mais vous allez comprendre. C'est moi qui ai mal expliqué. Ne vous inquiétez pas. Tout, on sort du Talmud. Ce qui est important pour nous, c'est ce que nous dit la Torah. Et si la Torah, elle nous dit, pour pouvoir vérifier qu'une personne est décédée, il nous suffit d'une preuve qui n'est pas à 100%, c'est la halakha qui nous dit ça. Que c'est 1 sur 1000, 1 sur 2000, quelque chose de très rare, mais c'est pas. Voilà, et le rabbin, il dit, ouais, mais on comprend très bien qu'on n'a pas vérifié tous les hommes depuis les Noach, depuis Adam Arishon et jusqu'à nos jours. Donc c'est clair que c'est pas du 100%, c'est du presque 100%. C'est 1 sur 1 million, 1 sur 10 millions. C'est suffisant. C'est la définition juridique qui nous définit ça. Maintenant, à une époque, on avait les empreintes de doigts,
on devait les empreintes digitales, on a besoin d'un statisticien qui nous dit c'est combien la probabilité là on a des empreintes digitales. Est-ce que c'est suffisant pour, est-ce que c'est très rare ou est-ce que c'est pas très rare? Est-ce que c'est suffisant au point de vue juridique pour considérer que c'est très rare? Mais on part de la halakha. On part de la halakha et après on va utiliser, chaque époque va analyser, va vérifier la, les choses qui ont été, qui sont apportées par les scientifiques. Les traces de dents, il y a à une époque, les rabbins ils disaient ça suffit pas. Pas parce qu'on a deux carrés du côté gauche et une carré du côté droit, ça suffit. Ah, maintenant on a des tests biométriques, des images biométriques qui vérifient, ça, la probabilité, elle est tout à fait changée. Donc on peut l'utiliser. Pareil pour chaque époque, on va devoir vérifier le test qui est proposé par les scientifiques et lui dire est-ce que c'est par rapport à la halakha, est-ce que c'est compatible ou non. Et d'un autre côté, au point de vue de la mamzeroute, elle nous parle d'autre chose. La mamzeroute, elle nous dit il nous faut un tribunal rabbinique qui déclare que cet enfant est mamzer. Et si par hasard, la femme elle a eu une relation avec un homme, personne ne le sait, et ben l'enfant, il n'est pas mamzer. C'est pas qu'il est mamzer, mais personne ne le sait. Il n'est pas mamzer. Il faut qu'il y ait un tribunal rabbinique qui définit que cet enfant soit mamzer. Tant qu'il n'y a pas eu ce tribunal rabbinique qui le définit, il n'est pas mamzer. Et donc, rapportez-moi tous les tests que vous voulez. S'il suffit que dans ce test, je considère que peut-être qu'il y a une erreur, que peut-être qu'il n'est pas fiable à 100%, comme vous le dites, vous-même, les scientifiques vous disent que non, c'est pas à 100%. Machin. Je peux, moi, décider en tant que tribunal rabbinique que je ne m'en sers pas. En fait, c'est pratique, quoi. Mais oui, Non, c'est plus. mais c'est pas de la, c'est pas, c'est Monsieur HH, c'est pas de la, Monsieur le docteur, c'est pas de Non, la, monsieur. c'est pas Dis. de la, du trafic. Non, non, c'est pas du trafic. J'ai pas dit Pas du du trafic. trafic pour, J'ai dit c'est pratique parce que c'est tellement compliqué de laisser des femmes qui se remarient pas. ah non, Et, c'est et extraordinaire. voilà. L'approche, elle est extraordinaire. Ceux qui disent Voilà. que les rabbins, ils sont misogynes et qui veulent Non, enterrer mais les non, femmes, au c'est le contraire. contraire. OK, Voilà. d'accord. Et en même Euh, temps, on fabrique pas des mamzerim parce que c'est trop compliqué. Non, c'est voilà, non, c'est parce tout. qu'on veut sauver les D'accord, hein. gens. Ouais. On veut leur sauver leur liberté. On veut Ben, leur bien donner une sûr. possibilité de se marier, d'avoir des enfants, etc., etc. Maintenant, pas toutes les possibilités sont possibles. Il arrive parfois qu'on est bloqué. OK, des fois, les rabbins disent, trouvez-moi une solution. Mais j'ai pas de solution. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas toujours des solutions à tout. OK. Mais des fois, OK. Qu'est-ce que je vais vous rapporter d'autre? Parce que ça doit être, à mon avis, l'heure. On a encore 5 minutes. Euh, et donc, OK. Qu'est-ce qui est rapporté d'autre par des rabbinim, par exemple le Rav Sternbourg? Pareil, il dit il nous faut des témoins. Sans témoins, c'est pas suffisant. Et ça, c'est des probabilités. Des probabilités, ça ne suffit pas pour, euh, pour, euh, pour déclarer qu'un enfant il soit mamzer. Pareil, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Là, je vais vous apporter quelque chose qui est intéressant. Ouais, c'est un peu compliqué. Attends, ok, mais il nous reste que 5 minutes, alors je vais vous rapporter d'autres choses qui ont été apportées. Certains rabbinim m'ont dit, d'accord, vous nous avez fait un test, test génétique. Et alors, peut-être que cette femme, elle est tombée enceinte par insémination de sperme. Elle n'est pas tombée enceinte euh, par, euh, par Par relation rapport. intime. Qu'est-ce qui rend un enfant mamzer? C'est la biologie, c'est le fait qu'un spermatozoïde d'un homme rentre dans le corps d'une femme qui rend l'enfant mamzer, ou c'est la relation intime incestueuse? Les rabbins ont dit c'est l'inceste qui rend la relation intime incestueuse qui rend que l'enfant, il est mamzer. C'est pas le fait qu'une femme, on s'est trompé d'embryon, comme je vous ai raconté la dernière fois, on a mis l'embryon d'un homme d'un couple chez une autre couple, que l'enfant il soit mamzer, ou on a mis le sperme, on s'est trompé, on a mis le sperme d'un homme, on l'a inséminé chez une femme, c'était par erreur. L'enfant il n'est pas considéré comme mamzer. Donc, on peut toujours considérer que même si on a la preuve scientifique que l'enfant, il n'est pas le fils de son père, point de vue juridique, peut-être au point de vue, voilà, il va dire, moi, bon, si c'est pas mon fils, je veux pas payer, je suis divorcé de cette femme, elle me laisse pas voir mon enfant, et maintenant, en plus, elle me demande de payer la pension alimentaire alors que je le vois jamais. Et en plus, vous m'avez prouvé
juridiquement, c'est pas que scientifiquement, c'est pas mon fils, pourquoi je vais payer une pension alimentaire? Peut-être que le tribunal rabbinique va l'accepter. Peut-être. Mais d'un autre côté, ils vont pas décider, ils vont pas décréter que l'enfant c'est un mamzer. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est tombée enceinte par fécondation in vitro, par insémination. Ou peut-être qu'elle est tombée Excusez-moi, enceinte Rav. en ayant une relation avec un non-juif. Faut que vous sachiez que pour avoir qu'un enfant soit mamzer, il faut que ce soit une femme mariée qui ait une Avec un relation juif. avec un juif. Et si Non, mais elle est en alors, relation avec un excusez-moi. non-juif, Est-ce qu'une insémination avec un sperme de donneur, il faut qu'il soit pas juif pour pas ah, faire je un savais, cancer? monsieur, je savais qu'on allait rentrer. C'est pas le sujet de ce soir. Oui, non, mais juste, Et Il faut qu'il soit pas juif. vous comprenez qu'il y il a faut des qu'il soit pas implications. juif. Vous comprenez qu'il y a des implications de de ce qu'on parle. OK? Donc, vous voyez qu'il y a des implications de ce qu'on parle. Donc, les rabbins, comme ils veulent tout faire pour ne pas décréter qu'un enfant soit mamzer, ils vont utiliser toutes les possibilités juridiques, ilchatiques, pour pouvoir entériner l'histoire en disant non, cet enfant, il n'est pas mamzer. Peut-être, d'abord, il y a pas de témoin. Donc, ça ne nous intéresse pas. En plus, la probabilité n'est pas de 100%. On voit que c'est 80%, 90%, c'est pas suffisant. En plus, peut-être qu'elle est tombée enceinte d'un sperme par insémination. Et peut-être en plus, elle est tombée en sperme en ayant une relation avec un non-juif. Et il monte une pyramide de, de, encore une fois, d'arguments juridiques pour pouvoir arriver à la conclusion que cet enfant ne sera pas considéré comme un misère. Et c'est aujourd'hui la position principale du tribunal, des tribunaux rabbiniques en Israël, que ce soit du grand rabbinat de la rabbanoute ou que ce soit des tribunaux orthodoxes, ultra-orthodoxes, ça ne change rien. C'est la position des rabbinim aujourd'hui. Je vous ai apporté leur Rav Messa, c'est leur Rav Ovadia Yosef, Zichronam Livracha. Et, euh, et c'est pour ça qu'en Israël, on ne peut pas faire de test d'ADN, de parentalité, de filiation. C'est interdit. Il faut une autorisation du tribunal rabbinique ou du tribunal civil. Mais on ne peut pas, comme on fait aujourd'hui, on crache dans une éprouvette, on l'envoie dans un laboratoire. Je veux savoir si mon papa c'est mon papa ou ma maman c'est pas ma maman. Est-ce que je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade? Ce que les gens aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un film là en France qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus, je crois, sur des gens qui envoient une famille de Français, bons Français, qui ont un gendre, je crois, arabe ou un truc comme ça. Ils s'amusent à faire des tests. Et il s'avère que tous les gens qui croyaient qu'ils étaient nobles, ils sont pas nobles. Ceux qui croyaient que machin, j'ai entendu ça à la radio. Apparemment, c'est un truc rigolo, mais c'est des trucs vrais. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils envoient en Chine, dans différents laboratoires. On leur dit, vous êtes à moitié juif, à moitié caucasien, à moitié hindou, etc. Alors, c'est pour ça qu'en Israël, c'est interdit et qu'ils ils vont pas ils lâcheront pas. Et là, je dirais que sur ce point-là, il y a, je dirais, un commun accord entre le tribunal rabbinique et le tribunal religieux là-dessus, pour pas justement qu'on arrive à, chas v'chalila, à décréter que des enfants soient mamzères. Voilà, on va s'arrêter là. Il est 11 heures chez J'avais une, nous. j'avais une question, Rav. Oui, docteur Alphonse. Euh, en France aussi, hein, ça doit être, il doit y avoir un juge d'instruction qui doit demander un test de paternité, sauf tous les tests que vous avez dit, c'est-à-dire que les gens vont les faire en dehors de France par Internet, etc. Et qui Je ont sais pas, pas quelle est la fiabilité de ces tests en plus. voilà, et qui ont pas, et de toute façon, qui n'ont pas une valeur légale. Voilà. Je ne sais pas si, parce que je n'étais pas là au début du cours, si vous aviez parlé, parce que souvent on nous pose cette question à propos du gène ou du profil génétique des coanimes. Est-ce qu'on a avancé dessus, sur ce sujet ou pas du tout? Est-ce qu'on a laissé tomber la piste? Parce qu'évidemment, à un moment donné, le Rabbin Yosef, vous savez, il y a eu une grande polémique parce que je ne sais plus de quel pays ils venaient, où ils achetaient la Keuna. Et ils venaient en disant je suis Cohen. Et quand il s'est renseigné, ils ont vu qu'une grande partie n'était pas Cohen. Alors, Alors, écoutez, alors d'abord, je vous ai dit que le Mashiach viendra, il dira à chacun si tu es Cohen ou pas Cohen. Alors faites attention là, les Kohanim et les Lévi'im, vous allez en prendre peut-être dans la tête, ok? Alors, je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites.
euh, il y a des études qui ont été faites et sur la Keuna, parce que sur le chromosome Y, puisqu'on parle d'une filiation de père en fils, depuis Aaron à Cohen jusqu'à nos jours, ils ont trouvé des marqueurs sur le chromosome Y, puisque ça passe uniquement sur les hommes, Tout à fait. de génération en génération, et que il y a des études qui ont été faites là-dessus. Quelle est leur valeur juridique, je ne sais pas. Mais en fin de compte, entre nous, quelle est la différence? Bon, est-ce que je vais faire Birkat Kohanim, oui ou non? Est-ce que je vais monter le premier à la Torah ou non? Bon, la seule du truc, c'est qu'un mec, peut-être il veut se marier avec une femme Pour se divorcée. marier. Et, et le rabbin, ils vont lui dire, non, non, t'es Cohen, tu peux pas. Et il veut dire, mais non, je suis pas Cohen, j'ai la preuve. Je sais pas. Je veux bien vérifier. Et il y a aussi une grande discussion qui a été faite ces dernières années sur ce qu'on appelle l'ADN de la mitochondrie. Oui, Ça, c'est l'ADN qui se trouve dans l'ovocyte, uniquement dans l'ovocyte, puisque vous savez que dans la mitochondrie, il y en a dans l'ovocyte et il n'y en a pas dans le spermatozoïde. Et il y a une petite partie d'ADN qui se trouve dans la mitochondrie et qui fait que, en fin de compte, une femme, elle reçoit par le gros, les hommes, ils n'ont pas ça. Et il y a des marqueurs. Ils ont montré qu'il y avait des marqueurs sur l'ADN des juifs, des femmes juives, sur la mitochondrie, qui passent de génération en génération. Et il y aurait, encore une fois, de ces études, 4 mères comment on dit en français, pas géniteuse, génitrice, qui sont les 4 mères, les les quatre matriarches. Le peuple juif serait parti de 4 femmes différentes. C'est intéressant, parce que chez nous, c'est ce qu'on dit, hein. Arba, imarot, shlosha, avot, shnei, luchot abrit, echad Eloheinu, ok? Donc on a 4 mères. Oui, Et c'est seulement chez les Ashkénazes. on a trouvé 4. Alors, on a trouvé 4 marqueurs qui sont. On a fait les études, elles ont été faites sur des populations ashkénazes, mais aussi sur d'autres populations. Mais est-ce que c'est suffisant, encore une fois, devant un tribunal rabbinique, quelqu'un qui viendrait qui dit, j'ai aucun papier, moi, mon arrière-grand-mère, je savais qu'elle est juive, j'ai aucun papier, mais j'ai fait un test d'ADN et c'est pas. Ils peuvent, il y a certains tribunaux rabbiniques qui s'en servent, mais c'est pas ça peut pas être la preuve unique. Ils s'en servent comme quelque chose en plus. Par exemple, parce que encore une fois, il y a des juifs qui sont arrivés du RSS, de l'ancienne URSS, où ils n'avaient pas de ketouba, puisque c'était interdit de se marier à la synagogue. Ils n'avaient rien, ils n'ont aucun papier. Ils savent qu'ils sont juifs parce qu'ils ont été persécutés toute leur vie. Ils s'appellent Kagan, donc c'est des Cohen. Et ils ont la photo de la tombe de leur arrière-grand-mère où il est écrit en yiddish. Et quand ils ont fait leur Elia, ils ont ramené avec eux leur grand-mère qui parle que yiddish et le russe. Et quand elle est arrivée devant le tribunal rabbinique, elle leur a expliqué que pendant Pessah, ils mangeaient pas, ils faisaient des matzot dans la cave et que donc ils se servent donc est-ce qu'ils se servent aussi de ça? J'ai entendu que certains tribunaux rabbiniques ont voulu s'en servir de ça. Il y a une grande discussion là-dessus. Tov, on va arrêter là. merci beaucoup. Merci beaucoup. À Merci. bientôt, Besorot Tovot pour le Ham Israël. Et puis à bientôt et merci à Madame Alison pour votre Merci, Alison. de- Merci beaucoup. votre